La censure Facebook a encore frappé, et cette fois-ci, la censure Facebook a frappé Génération Identitaire. Génération Identitaire, maintenant, sera systématiquement supprimée des pages Facebook, que ce soit des pages Facebook de Génération Identitaire ou des pages Facebook de tiers parlant de Génération Identitaire. Génération Identitaire est donc gommée définitivement de Facebook. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui a motivé Facebook. Alors Facebook parle d'incitation à la haine, bon tout ça on connaît par cœur, je ne reviens pas là-dessus. En revanche, une phrase est tout à fait interpellante. Facebook dit simplement que Génération Identitaire doit être exclue de Facebook parce que Génération Identitaire exclut sur la base de ce qu'elle est. Bon. Génération Identitaire, effectivement, a une base, la base de ce qu'elle est. Et effectivement, pour ceux qui ne sont pas liés à cette base, qui sont opposés à cette base, il est tout à fait logique, semble-t-il, que Génération Identitaire ne donne pas un accueil absolument exceptionnel à ceux qui sont extérieurs à cette base de Génération Identitaire. Je m'explique. Si l'on sort du cadre de Génération Identitaire, prenons par exemple le cadre de l'Arabie Saoudite. Bien, je vais avec mon épouse en Arabie Saoudite. J'atterris à Riyad, mon épouse n'a pas de voile et j'affiche une croix sur ma poitrine. Je ne serai pas très longtemps libre à Riyad, au mieux on me raccompagnera à l'aéroport et on me mettra de force dans un avion à destination de Paris. Au pire, nous serons, avec mon épouse, emprisonnés. Et puis au pire du pire, nous serons peut-être hachés en morceaux comme le malheureux journaliste qui, dans l'ambassade d'Arabie Saoudite à Ankara, a été haché en menus morceaux. Voilà. L'Arabie Saoudite, dans mon exemple, procède à une exclusion sur la base de ce qu'est l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite n'a rien à faire de François Delochner et de son épouse et donc exclut François Delochner et son épouse. Jusqu'à nouvel ordre, Facebook n'a pas supprimé le mot Arabie Saoudite des pages de Facebook. On voit bien donc qu'il y a deux poids et deux mesures. Un autre exemple franco-français. Je suis somalien. Je fais une demande d'asile à Paris. Aujourd'hui, il y a plus de 100 000 personnes qui demandent asile en France. Les demandes d'asile sont refusées à plus des 3/4 des dossiers. Pourquoi? Parce que les demandes d'asile concernent des gens qui ne correspondent pas en réalité à ce qu'est la culture française, à ce qu'est l'ensemble franco-français dans lequel manifestement les gens qui demandent asile ne seraient pas insérés. Et donc c'est l'État lui-même qui, dans ce cas de figure, exclut et dit à environ 100 000 demandeurs d'asile, vous retournez chez vous. C'est de l'exclusion à l'état pur. À ma connaissance, Facebook n'a pas mis l'État français en dehors de toutes les pages Facebook et les services d'immigration ne sont pas du tout ostracisés par Facebook. Donc nous voyons bien qu'il y a dans le cadre de Génération Identitaire une volonté de Facebook de faire en réalité un tri sélectif. Les possibilités d'exclusion dans les exemples que j'ai cités sont parfaitement possibles. Et puis, dans d'autres cas, et c'est le cas de Génération Identitaire, eh bien, on décide de faire tout simplement un système de dictature en effaçant purement et simplement Génération Identitaire de toutes les pages Facebook. Je voudrais terminer sur simplement un clin d'œil tout à fait extraordinaire. Lorsque Facebook refuse de parler en quoi que ce soit de Génération Identitaire, par une sorte de dictature, clairement, en réalité, Facebook exclut Génération Identitaire parce que Génération Identitaire ne correspond pas à ce qu'est Facebook. En réalité, Facebook applique une façon dictatoriale d'exclure et pratique elle-même l'exclusion exactement de la même façon
qu'elle décide que Génération Identitaire ou d'autres pratiquent l'exclusion. Nous voyons donc que nous sommes dans une véritable dictature stalinienne. Le bon petit père des peuples, Joseph, n'aurait pas fait mieux que Facebook, qui fait effectivement la pluie et le beau temps en décidant ce que l'on doit exclure ou pas. Je vous dis sur cette bonne parole, à demain et je vous souhaite une excellente soirée. Pour une fois, la France est championne du monde. La France est numéro 1 pour les prélèvements obligatoires. Les prélèvements obligatoires français représentent grosso modo une somme de 1000 milliards d'euros. 1000 milliards d'euros tout de même. Et les prélèvements obligatoires sont les prélèvements qui sont faits sur la richesse nationale, ce que l'on appelle la richesse nationale, qui est produite par les particuliers et les entreprises. Et cette somme est redistribuée pour les fonctions de l'État et notamment pour tout ce qui est service social de l'État. C'est ce qu'on appelle la redistribution. Au début du mois de mars de cette année, un ancien magistrat, M. Prat, a déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale un rapport tout à fait fascinant. Le magistrat a travaillé notamment sur la fraude, ce qu'il appelle la fraude sociale. Eh bien, prenons un seul exemple. Sur les fausses immatriculations à la sécurité sociale, le montant estimé de la fraude est de 30 milliards d'euros par an, uniquement sur les fausses immatriculations à la sécurité sociale. C'est absolument terrifiant. Un autre chiffre, les allocations familiales sont distribuées à hauteur d'environ 40% à des bénéficiaires qui ne sont pas nés sur le sol français. On voit bien par ces deux seuls exemples qu'il y a un véritable problème de redistribution. Et si l'on parle de la fraude en général, la fraude à la TVA se chiffre en dizaines de milliards d'euros. On ne sait pas très bien, parce que les études ne sont pas extrêmement précises, puisqu'il s'agit d'une fraude. Donc par définition, il est assez difficile de regarder exactement dans le détail pour arriver à un chiffre très précis de fraude. L'on sait simplement que c'est autour de quelques dizaines de milliards d'euros. La fraude est partout. La fraude est un système français, c'est un système qui manifestement déshonore le service public qui devrait traquer la fraude de façon parfaitement efficace. Or, la fraude n'est pratiquement pas traquée. La fraude au chômage, la fraude aux assurances chômage est un véritable sport national. Tout le monde le sait, mais personne ne prend de véritables mesures pour traquer cette fraude. Si l'on cumule toutes les fraudes, l'ensemble des fraudes qui se font aujourd'hui en France, nous arrivons à des montants astronomiques de dizaines de milliards d'euros, peut-être 100 milliards d'euros, peut-être 150 milliards d'euros. Nous sommes sur des montants absolument considérables, mais l'État n'entreprend rien de véritablement important pour traquer cette fraude. En gros, les fraudeurs sont les grands gagnants. Tout ceci traduit la déliquescence absolue de notre système étatique qui évidemment ne remplit pas une fonction essentielle qui consiste à traquer les fraudeurs, à condamner les fraudeurs et à faire en sorte que la fraude soit la plus réduite possible. Je vous dis à demain et vous souhaite une excellente soirée. La Cour constitutionnelle allemande, basée à Karlsruhe, vient de jeter un pavé dans la mare. La Cour vient d'alerter
la Banque Centrale Européenne, en disant « stop à la monnaie de singe ». Oh, pardon Marlène Schiapper, vous allez encore dire que je fais de l'antiféminisme, pardon à la monnaie de guenon. Voilà, comme ça vous êtes contente Marlène. Donc il faut arrêter de produire de la monnaie de façon industrielle, de façon aberrante, puisque ça ne correspond à aucune création de richesse, c'est ce qu'on appelle la monnaie de singe ou la monnaie de guenon. La cour de Karlsruhe vient dire « on arrête ». Pourquoi ? Parce que les Allemands se souviennent parfaitement de ce qu'il s'est passé en 1923. Panique absolue dans l'Allemagne de l'époque, avec un mark qui ne valait plus rien. Je rappelle que pour aller acheter une baguette de pain, il fallait emporter des brouettes de mark. C'était absolument effrayant et cela a traumatisé évidemment la nation allemande. Il n'est pas question de recommencer, dit la cour de Karlsruhe. Pourquoi dit-elle ça ? Parce que Madame Lagarde, vous savez, Madame Lagarde, la ministre de Sarkozy, qui a endetté la France de 500 à 600 milliards d'euros, une paille, c'est-à-dire en clair, une personne qui a complètement dérapé sur le plan financier et qui a surendetté la France comme jamais. Madame Lagarde, maintenant, est à la tête de la Banque Centrale Européenne et elle veut appliquer au niveau de la Banque Centrale Européenne, ce qui s'est passé au niveau de la France, c'est-à-dire développer tant qu'on peut la dette au niveau de cette Banque Centrale Européenne. La méthode, c'est de racheter de la dette des différents pays composant l'Union. D'où un bilan explosif de la Banque Centrale Européenne qui se gave de produits financiers absolument irrecouvrables. La Banque Centrale Européenne, en réalité, est une banque qui serait probablement en faillite si on regardait les choses de près. Donc, Madame Lagarde veut continuer cette politique absolument suicidaire, cette politique absolument folle, et la cour de Karlsruhe a dit « on ne joue plus, on arrête ». Le problème, c'est que la présidente de la Commission européenne, qui est Ursula von der Leyen, a décidé d'épauler sans aucun problème Christine Lagarde et a donc décidé de soutenir cette politique de création monétaire complètement folle, au point d'ailleurs qu'elle a critiqué violemment l'Allemagne en disant qu'elle allait déclencher envers l'Allemagne une procédure d'infraction. Nous sommes en plein délire. Nous avons maintenant à nouveau un couple infernal qui est le couple Lagarde-Ursula, qui est bien décidé à faire de l'Europe une instance purement technocratique, une instance absolument centralisée qui fera la pluie et le beau temps à l'intérieur de toutes les nations européennes. Le seul problème, c'est que pour ce faire, ces deux femmes utilisent une arme catastrophique qui est l'arme de la création monétaire à tout va, qui ne peut aboutir qu'à un désastre sur le plan financier. Nous sommes avec un couple infernal qui risque de faire beaucoup de dégâts dans les 2 ou 3 ans qui viennent, alors qu'il y a la crise du coronavirus qui est en plus de cela à régler. Je vous souhaite une excellente soirée et vous dis à vendredi. Le traitement de la crise du coronavirus par le gouvernement a été une véritable catastrophe. Ce fut un traitement chaotique, nous le savons, nous le disons depuis des mois sur TV Liberté et il n'est pas besoin d'expliciter outre mesure ce sujet. Le gouvernement et les autorités publiques ont utilisé en fait 3 armes essentielles dans cette période de pandémie. Première arme, ce fut l'arme de la négation.
Chacun se rappelle des déclarations exceptionnelles du ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui annonnait des phrases dans lesquelles elle disait tout simplement que la pandémie ne franchirait pas les frontières de la France et que ce ne serait pas un problème pour la France. C'était véritablement prophétique, et il est à noter d'ailleurs que lorsqu'elle annonnait ces phrases, Agnès Buzyn n'arrivait même pas à les dire de façon claire et nette. Elle octait en prononçant ces phrases qui avaient été préparées par ses conseillers. C'était assez pathétique. Et finalement, elle a quitté le navire avant que le navire ne coule tout à fait pour rejoindre l'élection municipale de la mairie de Paris, où elle a remplacé Benjamin Griveaux, notre exhibitionniste international. Voilà pour la partie négation. La seconde arme, c'est le mensonge. Nous savons, nous l'avons dit, répété, redit et re-répété, le gouvernement n'a cessé de mentir sur le sujet depuis le mois de décembre. C'est contredit, tout a été dit et son contraire. Ce fut une véritable cacophonie mensongère qui fait que finalement les Français aujourd'hui ne comprennent plus grand-chose au problème du coronavirus. Et puis la troisième arme, alors celle-là est assez facile, c'est l'arme de l'inaction. Il n'a pas été fait grand-chose pour contrer le coronavirus. D'ailleurs, notre ami Nicolas Dupont-Aignan, qui était invité par TV Liberté la semaine dernière, a expliqué qu'il avait prédit dès le mois de janvier qu'il fallait immédiatement produire en série des masques et produire en série des tests, que c'était deux conditions essentielles pour traiter le sujet, mais évidemment, il n'a pas été écouté. Voilà pour les trois armes utilisées par le gouvernement. Eh bien, tout cela pose quand même de gros problèmes à un certain nombre de Français qui ont décidé d'attaquer un certain nombre de membres du gouvernement en justice auprès de la Cour de justice de la République. On approche d'une centaine de plaintes, ce qui n'est pas rien tout de même, et il est à prévoir que les plaintes vont se multiplier dans les mois qui viennent, car un certain nombre de Français estiment que le gouvernement a totalement dysfonctionné dans les mesures qu'il a prises, dans les communications qui ont été faites, et que cela s'est traduit par un certain nombre de drames humains. Donc, le gouvernement aura affaire, par l'intermédiaire de la Cour de justice, à des procès en série, très probablement. À côté de cela, il y a aussi d'autres scandales. Je voudrais en souligner un seul, c'est celui de quelques EHPAD, d'un certain nombre d'EHPAD, qui ont eu dans le traitement du coronavirus des modalités pratiques d'action absolument catastrophiques vis-à-vis de leurs pensionnaires. Nous savons aujourd'hui qu'un certain nombre de pensionnaires ont été purement et simplement séquestrés, que d'autres ont été laissés tranquillement dans leur chambre sans soins et qu'elles en sont mortes. Que dans certains cas, nous avons pu avoir de l'euthanasie. Et je m'arrête là. Nous voyons bien que certaines EHPAD ont véritablement agi à contresens de ce qu'il aurait fallu faire par rapport à une population évidemment fragile, qui est la population de nos anciens, qui mérite évidemment un infini respect. Et là aussi, il est à prévoir qu'il y ait un certain nombre de procès parfaitement justifié parce qu'il est intolérable de voir le traitement humain infligé par des institutions dont le rôle est justement de traiter le plus humainement possible des situations personnelles difficiles liées notamment au grand âge. Il faudra donc que la justice passe et nous pouvons souhaiter, nous pouvons espérer que la justice passera. Cela dit, ne nous faisons pas beaucoup d'illusions. Nous savons évidemment qu'en France, la justice est tout de même extraordinairement soumise au pouvoir politique, je devrais dire au pouvoir politico-médiatique, et qu'il est bien possible que les procès qui se mettent en route traînent indéfiniment, traînent pendant des années et soient finalement oubliés par l'opinion dans quelques années. Car nous sommes en France dans un pays où la justice ne passe pas très facilement dès qu'il s'agit de mettre en cause l'État et ses serviteurs. Je vous dis à la semaine prochaine et vous souhaite une excellente soirée.